Bonjour à tous et bienvenue à ce Dessous des Data. Alors cette semaine, on va parler naturellement de la bourse américaine, une bourse américaine qui étonne par son dynamisme alors que les incertitudes au Moyen-Orient restent particulièrement élevées. Comment expliquer? Est-ce que on est véritablement sur des mouvements de marché déraisonnables? On reparle de plus en plus ces derniers temps d'un effet TINA. On n'a pas d'autre alternative, on doit investir et on investit naturellement sur le secteur technologique et plus précisément sur quelques valeurs, des valeurs autour des semi-conducteurs. Alors, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce que finalement, il faut jouer ce V sur l'indice américain? Ou alors, est-ce que véritablement, on masque les risques et derrière tout ça, il y a un vrai risque de correction de la bourse américaine? Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à croire que les investisseurs ont plutôt un scénario optimiste. C'est vrai qu'on a toujours eu historiquement sur les derniers grands chocs économiques plutôt des scénarios en V. Alors ça rejoint un petit peu l'idée qu'il faut profiter finalement de chaque baisse. Dès qu'on a atteint un point bas, bah, faut revenir massivement sur les actions et profiter de ce rebond. On l'avait vu lors de cette phase du Covid, dans lequel on avait eu une correction quand même assez sévère des indices, mais derrière, ça avait été très payant de revenir sur le marché action. On l'avait vu aussi le jour de Donald Trump a annoncé ses droits de douane. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un effet taco. Il y a eu derrière Donald Trump qui est revenu un peu en arrière, mais finalement, ça avait été là aussi un scénario en V pour les marchés avec un effet droit de douane. Il faut le reconnaître, tous les économistes s'attendaient à des chocs majeurs sur la croissance mondiale, à un impact majeur sur les résultats des entreprises, lié à cette hausse de taxation qui, in fine, est bien payée par les entreprises américaines. Et il faut le reconnaître, l'effet a été beaucoup plus modéré et lissé dans le temps que ce qu'on pouvait l'anticiper. D'une part, il n'y a pas eu une envolée inflationniste très rapide, très forte, parce qu'il y a eu des gestions de stock, des éléments qui ont amorti sûrement sur les marges de certaines entreprises qui ont fait que l'inflation est là aux États-Unis, se maintient à un niveau élevé, mais on n'a pas eu le choc qu'on était en droit d'attendre et donc une réaction de la politique monétaire beaucoup plus modérée que ce qu'on était en droit d'attendre. Donc l'effet finalement droit de douane a été lissé dans le temps, et in fine, on s'en sort pas plus mal sur la bourse américaine avec ce scénario en V, aidé aussi ensuite par l'intelligence artificielle, les investissements massifs autour de l'IA qui ont naturellement généré aussi et contribué à ce scénario en V. Et là, on peut se dire, est-ce qu'il ne faut pas rejouer le même scénario? Alors certes, il y a ce choc au Moyen-Orient, qui est un choc important, qui semble affecter plus l'économie européenne que l'économie américaine, mais justement, ça incite les investisseurs à rester plutôt sur les actions américaines, et derrière, est-ce qu'il ne faut pas jouer un rebond de la bourse américaine? Et comme toujours sur les marchés, quand le consensus est fort, quand le scénario est là, on a un mouvement particulièrement fort et on accélère dans le temps, et finalement, le scénario en V qu'on aurait pu jouer en quelques mois, il a été joué quasiment immédiatement, alors que la situation au Moyen-Orient est loin d'être claire, loin d'être éclaircie, et de plus en plus, on met en avant les éléments qui vont persister, même si on débloquait le détroit d'Ormuz, on sait qu'il y aura des coûts économiques qui vont persister. Mais pour autant, on a des investisseurs qui sont particulièrement optimistes et qui jouent ce scénario en V. Alors, face à ça, faut le reconnaître, il y a un élément de soutien qui est là, qui est visible, c'est le fait que 83% des entreprises qui ont publié leurs résultats sur le premier trimestre sortent des résultats au-dessus des attentes du consensus. Donc, il faut le reconnaître. On a aussi un élément qui justifie en partie ce scénario en V, c'est une bonne résilience des résultats d'entreprise. Alors, certes, les effets liés au Moyen-Orient se verront sûrement plus au deuxième trimestre, mais il faut reconnaître que sur le premier trimestre, on reste aussi sur des entreprises américaines qui sortent d'excellents résultats et donc finalement une réaction des marchés qui peut se justifier aussi sur le fait que on est sur des résultats résilients, des entreprises américaines qui se montrent particulièrement solides face à cet environnement qui s'est peut-être durci, qui est peut-être plus incertain, mais qui ne remet pas en cause les résultats des entreprises. Donc, on peut justifier aussi ce V par ces publications des entreprises.
Alors pour autant, il y a quand même un élément qu'il faut regarder, c'est, où en est le consensus et où en sont les performances des entreprises. Et c'est vrai que ce graphique, hein, nous montre clairement que le pourcentage d'entreprises affichant une croissance des bénéfices à 12 mois, ou de chiffre d'affaires on voit qu'on est dans une dynamique qui reste haussière. Les analystes et les entreprises à travers leur guidance, pour l'instant, nous offre des perspectives relativement positives. Ça peut justifier le fait qu'on commence à minorer sur les marchés, notamment américains, l'impact de cette crise au Moyen-Orient. Finalement, c'est une source d'incertitude, mais peut-être plus pour l'Europe que pour les sociétés américaines. Et puis, l'autre élément qui joue pour beaucoup, hein, c'est la révision des attentes du consensus des analystes, hein. Alors, on était sur des révisions plutôt haussières au cours des derniers mois, hein, que ça soit sur l'année 2026 ou 2027. On est aussi sur des attentes de croissance assez fortes, hein, en termes de résultats d'entreprise, hein, plus 20% pour entre 2025 et 2026 et plus 17% entre 2026 et 2027. Mais surtout, et je vous ai tracé le trait, hein, depuis le début du conflit américain, on n'a pas du tout eu de révision à la baisse. Alors, c'est auto-entretenu par le fait que les entreprises continuent de battre les résultats, battre le consensus sur le premier trimestre. Donc forcément, ça fait un acquis de croissance qui est plutôt positif pour cette année 2026 par rapport à 2027, hein, et 2025, mais aussi, hein, par le fait qu'on n'a pas de discours vraiment alarmiste de la part des entreprises américaines qui notent toujours une certaine résilience de leurs résultats. Donc ça entretient l'optimisme sur les marchés, ça entretient finalement les attentes des analystes, et donc on pourrait se dire que finalement le recul du PER qui s'est observé suite à l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient et suite à cette guerre avec l'Iran, finalement était une opportunité, et on comprend pourquoi finalement on a ce rebond en V des marchés actions américains. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce qu'on va poursuivre sur ce V ou est-ce qu'on a un risque de W quelque part, hein. Est-ce qu'on n'a pas un risque de force de rappel et est-ce qu'on sous-estime les risques? Alors, premier élément, cette révision assez étonnante, hein, des analystes actions, ce point de vue microéconomique, est-ce qu'il correspond pas du tout à la vision des économistes, hein. Lorsque vous lisez le FMI, l'OCDE, l'ensemble du consensus de l'approche macro, hein, c'est de dire que ce choc au Moyen-Orient, c'est moins de croissance, plus d'inflation, et que c'est pas forcément quelque chose de positif sur la consommation des ménages, sur l'investissement des entreprises. Et on le voit, hein, avec une dégradation assez forte des attentes des entreprises et des perspectives, qui vont freiner forcément les investissements. Donc, on a quand même une image qui est pas si positive que ça et des scénarios économiques qui sont nettement moins positifs. Donc, on pourrait se dire, est-ce que les analystes actions sont totalement déconnectés de la réalité qui est décrite par les économistes, et qui a raison in fine? Est-ce que les analystes actions sont pas excessivement optimistes? Alors, oui, c'est en partie vrai, mais attention, attention, parce que lorsqu'on regarde dans le détail, hein, on s'aperçoit que les révisions à la hausse sont très concentrées sur quelques valeurs, quelques secteurs, même on le voit, hein, c'est un effet valeur énergétique. Bon, bah, ça c'est un effet pétrole et hausse des cours du pétrole, et une hausse durable des cours du pétrole forcément va jouer positivement sur le résultat des entreprises américaines du secteur énergétique. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est complètement déconnecté du discours des économistes. Et puis surtout, on voit qu'il y a une société qui concentre l'essentiel de la révision à la hausse des bénéfices par action. Et cette société, c'est Micron Technology, hein. À elle seule, elle explique 51% des révisions des attentes des analystes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Donc, on est sur une société majeure qui joue pour beaucoup dans le poids des révisions à la hausse. Et puis surtout, si on fait la somme des 10 entreprises dont les révisions d'EPS, de résultats d'entreprise, ont été faites depuis le début du conflit au Moyen-Orient, eh ben, ces dernières expliquent 105% de la révision haussière du S&P 500. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que globalement, si on retire ces 10
10 sociétés, on est sur des révisions à la baisse. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus négatif. Et donc, on a une concentration sur quelques valeurs, quelques secteurs et une valeur en particulier qui est Micron, hein, des révisions de PS. Et donc, on est bien quand même sur derrière des analystes actions qui commencent à réviser à la baisse leurs projections de résultats d'entreprise et donc ils commencent à intégrer très clairement un impact négatif de cette guerre sur les résultats des entreprises. C'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur un écart aussi fort entre les économistes et les entreprises et les analystes actions. On est bien sur des révisions. Deuxième élément, bah, on voit aussi que derrière les performances et le secteur technologique, hein, puisqu'on voit que finalement Micron fait partie de ce secteur technologique, on voit que l'appétit pour les investisseurs est de nouveau sur les valeurs technologiques, mais attention, aussi dans les résultats de ces valeurs technologiques, dans les potentiels de croissance des résultats, il y a un effet aussi Nvidia. Et même si on parlait encore il y a quelques mois hein, d'un effet TINA, hein, on n'a pas d'autre choix, on investit sur le secteur technologique, c'est le secteur qui offre la plus forte visibilité, c'est le secteur qui offre la plus forte progression de ses résultats, on s'apercevait que finalement, on était autour de cette valeur. Et maintenant, on est peut-être autour d'une seule valeur. Et regardez ce graphique, hein, c'est assez intéressant, c'est donné par FactSet. Et là, on voit qu'au niveau du consensus FactSet, hein, on est sur une forte progression des 7 magnifiques qui est impressionnante hein, sur le premier trimestre 2026 et sur l'ensemble de l'année 2026. Vous voyez que par exemple, au premier trimestre, en glissement sur un an, on attend 23% de hausse des résultats des 7 magnifiques. C'est largement au-dessus hein, des autres valeurs. Si on retire ces 7 magnifiques, on serait seulement sur une croissance de 10%. Et sur l'ensemble de l'année fiscale hein, 2026, on voit que les 7 magnifiques sont à 25% et sur l'ensemble des autres valeurs, on est à 16%. Donc, c'est quand même impressionnant l'impact de ces 7 magnifiques. Mais on peut même retraiter de ces 7 magnifiques. Et regardez, si on retire de ces 7 magnifiques Nvidia, eh ben, on s'aperçoit que la croissance sur un an n'est plus que de 6,4%, donc en dessous de la croissance attendue pour les autres valeurs de l'indice S&P 500. Et même sur l'ensemble de l'année 2026, hein, on est à peine à 13%, ce qui montre qu'aujourd'hui, hein, on est sur une concentration des performances et une concentration dans le secteur technologique sur une valeur qui est Nvidia. Et ça montre aussi que les choix d'investissement deviennent de plus en plus limités dans le secteur technologique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des secteurs, des valeurs du secteur technologique qui offrent un fort potentiel de rendement, mais avec beaucoup plus d'incertitudes, qui investissent massivement et qui vont naturellement voir un ralentissement dans la progression de leurs résultats. Les hyperscalers hein, qui investissent, qui achètent des data centers, qui font ces data centers aujourd'hui, vont quand même voir un impact de leurs investissements sur leur profit net, hein, sur leurs résultats nets. Et donc, on est de plus en plus sur, d'une part, des entreprises qui investissent massivement dans l'IA, mais qui vont plus voir des taux de progression aussi forts qu'attendus de leurs résultats. Et de l'autre, pas mal d'incertitudes sur des valeurs qui vont voir peut-être leurs résultats en hausse ou pas, en fonction de l'impact de l'IA sur leurs résultats. Et on pense notamment à tous les éditeurs de logiciels qui souffrent énormément en bourse depuis le début de l'année. Donc, on voit que les grands vainqueurs, les valeurs qui tirent les résultats et qui tirent les EPS aux États-Unis ne sont plus 7, mais sont peut-être maintenant concentrés sur quelques valeurs, quelques secteurs, quelques entreprises du secteur des semi-conducteurs. Alors certes, c'est des valeurs qui rassurent. Ce sont des valeurs qui ont des carnets de commandes pleins. Ce sont des valeurs qui ont une belle visibilité, qui ont une demande qui ne ralentit pas. Et ce sont des valeurs qui ont un effet prix qui est majeur. C'est-à-dire qu'on en parle peu, hein, on parle beaucoup de l'inflation, de l'indice des prix à la consommation, mais ce sont des valeurs aujourd'hui qui subissent à plein un effet inflationniste. Et un élément qui trompe pas, hein, c'est naturellement le fait que de plus en plus, la croissance dans le secteur des semi-conducteurs s'appuie sur un effet prix plus que sur une croissance en volume.
Et ça, c'est un petit élément quand même de fragilité par rapport aux attentes. Ça ne veut pas dire que ces attentes sont fausses, ça ne veut pas dire qu'elles ne réaliseront pas une forte croissance de leurs profits, mais attention, on sous-estime peut-être le fait que la croissance dans ce secteur des semi-conducteurs sera peut-être en valeur, mais pas forcément en volume. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Alors là, je reprends ma casquette d'économiste et lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau des prix à la production, si on descend au niveau du secteur des semi-conducteurs, au niveau des secteurs des équipementiers électroniques, de tout ce qui est naturellement équipement télécom, équipement autour des data centers, oui, il y a bien une flambée inflationniste qui s'observe. Et là, on l'a à travers ces statistiques du BLS au niveau des prix à la production où on voit que tout ce qui est routeur, tableau électronique, tableau électrique, composants notamment aussi autour des semi-conducteurs, on est sur une explosion très concentrée sur quelques composants qui rentrent dans la fabrication des data centers, mais on est sur une inflation à deux chiffres. On est à plus 18% hein, sur tout ce qui est composants de semi-conducteurs hein, et à plus 15% sur tout ce qui est routeur, tableau électrique, composants électriques, câblage, etc. Donc, on a des prix à la production qui explosent véritablement sur une croissance à deux chiffres. Alors forcément, ça veut dire des chiffres d'affaires qui vont être en forte croissance et mécaniquement, il faut s'attendre aussi à un impact sur les profits, mais on y reviendra. Ça dépendra aussi de l'évolution des marges. Donc, on voit que c'est très concentré et d'ailleurs, si on prend un indice large des composants électroniques, on est certes sur une contraction qui est beaucoup moins forte, mais on n'est pas sur une inflation. Donc, en plus, on est sur une hausse des prix très forte, mais aussi sur une hausse des prix très concentrée sur quelques produits. Et ça, c'est ce que nous montre cet indicateur du BLS. Si on prend maintenant les prix à l'importation, autre indicateur important, on voit là aussi une flambée des prix. Alors, il y a peut-être un effet droit de douane, mais n'oubliez pas que ces prix à l'import sont comptabilisés avant la mise en place des droits de douane. Donc là, on est bien sur des exportateurs qui exportent vers les États-Unis et qui remontent assez largement leurs prix, hein. On le voit dans les semi-conducteurs, dont les prix flambent de manière très importante et sur quelques composants électroniques. Donc, on voit qu'il y a aussi une hausse des prix très importante pour les entreprises américaines qui investissent autour de l'intelligence artificielle. On est bien sur une flambée des prix aussi sur les biens importés. Donc, au niveau domestique, il y a des tensions. On le voit à travers ce PPI, hein, qui est un indice des prix à la production domestique, mais aussi on a une inflation importée qui est liée à ces composants électroniques. Donc, inflation, qu'est-ce que nous disent les entreprises en elles-mêmes? Et là, on voit qu'on est dans des situations très différentes selon les entreprises. Certaines nous parlent de mix plutôt favorable. Le fait qu'on vend plus de composants électroniques au data center, ça veut dire qu'on a un effet mix produit qui est positif et un effet prix moyen qui remonte. Donc, cette inflation, ce n'est pas forcément qu'une inflation liée à la hausse des tarifs. C'est aussi une inflation liée au fait que dans le mix produit, on vend des produits à plus forte valeur ajoutée, des produits qui sont plus chers à produire, mais aussi plus chers qui sont vendus plus cher, ce qui fait croître le chiffre d'affaires. Donc, on a un effet mix produit. C'est le cas, par exemple, très clairement de Broadcom. C'est le cas aussi de certains produits liés à Nvidia, hein, mais on voit que on n'est pas forcément sur un effet généralisé, on n'est pas sur une hausse généralisée du prix moyen, mais un mix produit qui peut parfois être positif, hein, mais on voit que la situation est complexe au niveau de Nvidia. On est par contre sur des volumes qui progressent pour certains acteurs comme Intel. On est aussi sur une capacité hein, pour certains acteurs de passer les hausses de prix, hein. C'est le cas par exemple de Cisco qui a un bon pricing power et qui peut monter les hausses, mettre dans ses prix de vente les hausses de coûts de production, notamment liées aux produits importés, hein. Et puis, on a d'autres cas qui sont beaucoup plus compliqués, hein. On est sur des hausses de prix, mais qui visent surtout à protéger les marges, mais qui montrent que la concurrence reste très forte et reste particulièrement compliquée. C'est les cas, par exemple, dans HP ou de Dell, hein. Et on a certaines entreprises hein, qui font face à des hausses de coûts assez importantes avec des coûts énergétiques, des hausses de coûts liés à leur data center qui vont être
plus ou moins transférés aux clients et qui se traduiront à terme par des hausses de coûts de l'utilisation de l'IA. Et donc aussi, peut-être l'IA qui va permettre d'améliorer la productivité, mais d'un autre côté, avec des coûts qui s'annoncent beaucoup plus élevés que ce qui a été anticipé dernièrement. Et donc, est-ce que la demande va suivre ces hausses? Donc, on voit quand on descend au niveau microéconomique qu'il se passe des choses compliquées, et on est sur des scénarios beaucoup plus compliqués à analyser en fonction des entreprises, donc ce qui justifie du stock picking et ce qui justifie forcément un risque autour des choix de valeurs technologiques qui est beaucoup plus important. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut résumer? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact sur les valeurs? Alors, d'une part, on peut avoir quelques valeurs qui affichent un mix produit, un vrai problème d'une demande supérieure à l'offre. Ce qui veut dire qu'on aura forcément des profits, des chiffres d'affaires qui seront en hausse, un effet gain monté en valeur ajoutée lié aux investissements autour de l'IA. Et donc, c'est des valeurs qui vont plutôt sortir des profits plutôt de qualité, même s'il y a des contraintes de production, même si on a du mal à augmenter la production en volume, comme on va vers un effet qualité et un effet prix plutôt positif, c'est plutôt un élément positif. D'autres entreprises vont être en capacité de garder leur marge, de maintenir leur marge, mais ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises. Certaines entreprises, face à une concurrence très forte, vont sûrement avoir des pressions sur les marges. Je vous prends un exemple. Celles qui vont monter en gamme, ce sont tous les fabricants de semi-conducteurs et notamment de mémoire flash, de mémoire tout court même, qui vont vendre plus cher leur mémoire parce que ce sont des mémoires à large bande et qui vont aller principalement vers les data centers. Donc, eux préservent leur marge, préservent leurs bénéfices grâce à cette montée en gamme. Par contre, ça sera peut-être beaucoup plus difficile pour des acteurs comme Dell ou HP qui, eux, vont subir les hausses de prix des mémoires et qui font face à une situation concurrentielle particulièrement forte et donc vont se trouver dans une situation beaucoup plus compliquée. Certes, leur chiffre d'affaires sera en croissance grâce à un effet prix, grâce à un transfert des hausses de coûts en partie sur leur prix de vente, mais peut-être pas total. Et donc, on aura bien une pression sur les marges. Donc, attention, situation compliquée pour ces agents, pour ces entreprises. Et puis, peut-être aussi, face à une flambée inflationniste sur certaines entreprises, des effets d'élasticité prix qui vont se mettre en place. Alors, élasticité prix qui peut jouer de deux ordres. Soit on cherche à diversifier et à peut-être moins investir ou à retarder ses investissements. Et puis, on voit aussi qu'avec un effet rareté, de tension sur les chaînes d'approvisionnement, peut-être aussi des entreprises qui vont ralentir dans leurs investissements et dans le renouvellement de leurs produits. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir un effet retard de sortie de nouveaux modèles, retard peut-être dans le lancement de nouveaux PC, parce que clairement, on est sur des chaînes d'approvisionnement tendues et on ne peut pas accepter l'innovation comme on pouvait le voir, ou alors le déploiement de l'IA qui sera beaucoup plus lent qu'anticipé, parce que derrière, on n'a pas forcément les capacités de calcul qui progressent aussi vite qu'anticipé. Et donc, peut-être aussi des effets de ralentissement de la demande ou de substitution qui pourraient apparaître. En tout cas, tout ça montre à quel point on est sur des scénarios très divergents selon les entreprises et on va avoir des impacts qui vont jouer entre des entreprises qui peuvent répercuter ça sur leur prix de vente, d'autres qui ne le peuvent pas, des effets sur les bénéfices et peut-être globalement un chiffre d'affaires qui monte sur un effet inflationniste, mais derrière des impacts sur les bénéfices qui s'annoncent plus complexes. Alors, pour résumer tout ça, quels sont un peu les scénarios? Alors, le scénario idéal, le scénario central, c'est une croissance forte liée à un mix de produits qui va vers plus de valeur ajoutée, face à une part croissante du chiffre d'affaires, mais qui se maintient sur les marges. Et donc là, on est dans le scénario un peu central qui est joué un peu sur l'ensemble du secteur technologique, qui serait une croissance nominale encore élevée, des marges stables et finalement des multiples qui pourraient augmenter face à des perspectives de demande qui restent encore solides et face à des perspectives de croissance. Donc ça, c'est le scénario un peu global qui nous inciterait à jouer le secteur technologique. Il y a un scénario beaucoup plus baissier, qui serait un scénario où la concurrence s'intensifie, que malgré le fait qu'on a une demande qui reste forte, on a des arbitrages des clients, des reports de commandes, et finalement, certes, le chiffre d'affaires serait en progression, mais avec des marges en baisse. Et donc là, forcément, une contraction des bénéfices
Et là, ça voudrait dire qu'on serait plutôt sur des révisions à la baisse des EPS avec des révisions à la hausse des chiffres d'affaires. Donc là, on aurait un effet de marge, mais qui serait lié peut-être à une demande qui se décale dans le temps, peut-être à des problèmes de fourniture. C'est-à-dire que certes, on vend peut-être plus de serveurs à forte valeur ajoutée, mais dans le même temps, on en vend moins parce qu'on a des contraintes d'approvisionnement qui sont là. Et là, ça serait un scénario clairement baissier pour le secteur technologique. Et puis, on a un scénario qui semble se dessiner sur les marchés, qui est de dire, oui, il y a des acteurs qui vont souffrir, mais il y a un noyau dur, hein, ceux qui sont autour des infrastructures, autour de secteurs technologiques, qui, eux, ont la capacité de relever leur prix de vente, qui ont forcément un effet positif sur leur croissance. Donc, c'est le secteur des semi-conducteurs qui serait épargné, mais le reste de la chaîne, ça serait très décevant parce que ceux qui investissent dans les data centers, les hyperscalers, eux, ils n'en ont pas pour leur argent. Ils subissent la hausse des prix, mais ils n'ont pas les capacités de calcul aussi forts, aussi importants qu'ils le souhaitaient suite à cette inflation. Et donc, cette inflation serait très positive pour quelques acteurs très concentrés. On passe naturellement au secteur des semi-conducteurs, mais ça serait très négatif pour des géants informatiques comme les hyperscalers qui, eux, n'auraient un retour sur investissement déjà décevant. Parce qu'en investissant plusieurs milliards de dollars, ils auraient des capacités de calcul qui seraient revues à la baisse, ce qui posera un problème naturellement pour des acteurs comme les éditeurs de logiciels, des acteurs comme les hyperscalers, parce que derrière, ils auraient un retour sur investissement et un capital investi qui serait beaucoup moins rentable qu'anticipé. Au-delà du fait qu'il y a une demande ou pas autour de l'IA, il y aurait forcément cette inflation va peser sur leur retour sur investissement, hein. Et puis, il reste un dernier cas qui serait très haussier pour les marchés, hein, qui est finalement l'IA a une telle capacité de gain de productivité, un tel effet finalement que ça va complètement absorber cette inflation et donc tout le monde va être gagnant. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des acteurs qui peuvent vendre des puces beaucoup plus chères avec de meilleures marges. De l'autre, on a certes des acteurs qui ont peut-être moins de capacité de calcul, mais avec le progrès technologique, mais avec l'amélioration des modèles, mais avec les gains que cela procure aux entreprises, finalement, cette inflation est complètement absorbée par les gains de productivité et par l'efficacité des modèles autour de l'intelligence artificielle. Mais voyez que ces scénarios sont très divers, que les impacts entre les sociétés sont très divers et que finalement, pour conclure, c'est très compliqué d'y voir clair. Entre tous ces effets-là, on voit à quel point c'est complexe d'investir. Alors, pour revenir à ma question originale, est-ce que on est sur une déconnexion de la bourse américaine de la réalité économique? C'est pas évident. C'est pas évident parce que les analystes actions révisent à la hausse, mais sur quelques valeurs, sur quelques thématiques, ce qui force de plus en plus les investisseurs à jouer le secteur technologique comme un effet TINA. Il n'y a pas d'autre alternative et finalement, c'est un secteur refuge dans lequel on a une belle visibilité, qu'on n'a pas une remise en cause des investissements, qu'on a une croissance très forte des chiffres d'affaires à attendre. Donc oui, c'est en partie justifié le rebond du Nasdaq. Le Nasdaq finalement et ces quelques valeurs que l'on connaît qui justifient aujourd'hui la révision à la hausse des EPS, ce sont des valeurs qui sont plutôt sur des résultats solides et qui s'annoncent plutôt positifs, mais on sous-estime le fait que ces résultats sont liés à un effet inflationniste. Et l'inflation, c'est pas forcément quelque chose de très bon. Certes, à court terme, ça fait booster le chiffre d'affaires, mais ça crée beaucoup d'incertitudes sur les vraies marges qu'on aura derrière, et puis surtout sur le retour sur le capital investi. Et donc, ça crée beaucoup d'incertitudes sur l'ensemble du secteur technologique. Donc, oui, le marché a raison, dans le sens qu'on a une solidité des attentes de résultats d'entreprise, on a bien une solidité de quelques acteurs qui vont afficher des résultats exceptionnels en cette année 2026. Mais attention, parce qu'on a le contre-effet, ça fragilise certains acteurs vont décevoir sur leurs marges, ils vont sortir une très forte hausse de leur chiffre d'affaires, mais leurs marges seront sous pression. C'est notamment tous ceux qui seront en, en deçà de la chaîne de production, ceux qui souffriront de semi-conducteurs rares et chers, et eux peut-être auront des pressions plus fortes sur leurs marges. Et on est sur un vrai risque de déception autour de l'intelligence artificielle, notamment pour des hyperscalers, pour les géants du secteur technologique. C'est vrai pour des acteurs comme Google, c'est vrai pour des acteurs comme Microsoft, qui pourraient certes afficher des chiffres d'affaires
en progression, mais surtout un retour sur investissement qui sera naturellement fragilisé par cette inflation sur les semi-conducteurs et donc peut-être un risque de déception sur le retour sur investissement de leurs investissements. Et puis, on est naturellement sur certains acteurs qui peuvent afficher peut-être une belle croissance, un retour sur investissement lié à l'IA, parce que l'IA permet aussi des gains de productivité, devient essentiel pour certaines entreprises, mais cette inflation des semi-conducteurs va forcément avoir mangé une partie de ces gains de productivité. Et finalement, ce ne seront peut-être pas les éditeurs de logiciels, ce ne sont peut-être pas les hyperscalers qui vont le plus profiter de ces gains de productivité. Ils vont seulement absorber l'inflation qu'ils subissent aujourd'hui par ces gains de productivité. Et donc, on est quand même aussi sur un risque de déception autour de ça. Donc, est-ce que l'IA peut compenser les effets négatifs de cette guerre au Moyen-Orient? Est-ce que finalement, les révisions à la baisse sur 93% des 500, sur 493 sociétés du S&P 500 peuvent être compensées par une société qui serait Nvidia, qui serait les 7 magnifiques, mais on voit que pour les 7 magnifiques, ça devient complexe. Donc, de plus en plus, est-ce que finalement, Nvidia, Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology peuvent à elles seules justifier le rallye boursier, à elles seules concentrer la hausse de l'indice S&P 500 ou l'indice nord-coréen. Est-ce que à elles seules, ces quelques valeurs peuvent faire qu'on a des indices boursiers qui sont complètement insensibles à ce qui se passe au Moyen-Orient, insensibles aux révisions à la baisse des croissances au niveau mondial, au niveau des marges des entreprises? Est-ce que à elles seules, ces quelques entreprises sont un effet TINA? On se concentre tout notre portefeuille sur ces quelques valeurs. On voit qu'il y a quand même une limite. Et donc, ce rebond en V lié à quelques valeurs, quelques secteurs, lié à une inflation très forte dans le secteur des semi-conducteurs est quand même très, très, très fragile. On est vraiment sur un risque de scénario en W, un risque de rechute qui serait lié à cette inflation dans certains secteurs, dans le secteur technologique. Cette inflation dans le secteur technologique est aussi un signal de prudence à l'avenir pour tous les autres acteurs. Alors certes, on peut dire on se réfugie sur ces quelques valeurs, mais attention parce que derrière, il y a quand même un vrai risque de déception sur de nombreuses valeurs et les déceptions risquent de l'emporter. Donc un scénario en V à court terme, mais c'est plutôt vers un risque de scénario en W qu'on risque d'avoir à moyen terme. Donc attention, oui, le Moyen-Orient peut rattraper une grande partie des résultats des entreprises américaines. Oui, on est sur une révision à la hausse en partie justifiée à court terme par cette inflation, mais attention aux effets de rattrapage et on pourrait être rattrapé prochainement, ou en tout cas à moyen terme, sur des risques. En tout cas, le risque inflationniste est à prendre en compte. Il n'est pas seulement sur les produits pétroliers, il est aussi sur cette inflation autour des semi-conducteurs, autour des produits qui servent aujourd'hui au développement de l'IA. Donc l'inflation de l'IA est un vrai problème qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dessous des datas. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.